Bonsoir à tous et merci d'être de retour. On va parler du mélanome, habituellement une jolie star de nos congrès de cancérologie depuis quasiment 10 ans, avec une succession impressionnante de bons résultats. On va voir si c'est toujours le cas cette année à l'ESMO. Et donc j'ai le plaisir d'être entouré par Caroline Robert et par Jérémy Lupu. On va commencer, Jérémy, avec toi, si tu veux bien. Tu nous parles plutôt de la première ligne ? Exactement. Exactement. Et si on fait un petit état des lieux en première ligne dans le traitement du mélanome métastatique, on voit que la double immunothérapie reste le traitement de choix avec un taux de réponse de l'ordre de 50-55%. On sait une toxicité aussi très importante. Une survie globale à 5 ans de l'ordre de 52%. Talonnée par les anti-PD1, 35-40% de taux de réponse, 44% de survie globale à 5 ans. Et enfin, les anti-BRAF, anti-MEK en association, on sait qu'il y a un très fort taux de réponse, mais avec une résistance secondaire et une survie globale un peu moindre de l'ordre de 39% à 4 ans. Est-ce que tu peux, avant de passer aux résultats, Oui. nous rappeler en termes de disponibilité ce qu'il est et ce qu'il n'est pas actuellement en France ? Alors, actuellement, on a la double immunothérapie dans le cadre de l'AMM chez les patients qui sont non mutés BRAF en première ligne. La thérapie ciblée, c'est une possibilité aussi dans le cadre de l'AMM. C'est vrai qu'on le fait un petit peu moins. On aime bien commencer par l'immunothérapie. Les anti-PD1 seuls, pas de problème aussi. Les anti-BRAF seuls ou les anti-CTLA4 seuls, on ne le fait plus en routine. La chimiothérapie, on le garde. Et le choix entre double immunothérapie et simple immunothérapie, c'est sur l'état général, c'est sur la gravité ? Exactement, c'est sur l'état général. On va privilégier la double immunothérapie puisqu'on voit que c'est ce qui nous donne des meilleurs résultats. Mais effectivement, chez les patients qui peuvent le tolérer parce qu'on sait qu'il y a des effets secondaires qui peuvent être limitants. Merci beaucoup. Et alors effectivement, chez les patients qui sont mutés BRAF, on peut se poser la question de combiner les deux traitements, et c'est à cette question qu'a essayé de répondre l'essai Combi-I, c'est un essai de phase 3 avec 532 patients, mélanome métastatique, muté BRAF, qui randomisait les patients dans deux bras, un groupe spartalizumab, donc un anti-PD1 associé au dabrafenib trametinib, versus les thérapies ciblées seules, avec comme critère principal de jugement la PFS, critère secondaire l'OS. Cet essai est négatif, donc pas de différence significative, que ce soit en termes de PFS ou de survie globale, donc pas de bénéfice significatif de la triplette anti-PD1 dabrafenib trametinib versus les thérapies ciblées seules, qui font mieux effectivement que ce qu'on pouvait espérer, donc pas de différence significative dans ces deux bras. Et je voulais vous montrer alors les taux de réponse qui sont similaires. Plus de toxicité dans le groupe triplette, avec notamment plus d'arrêt de traitement, de diminution de dose des thérapies ciblées, ce qui peut éventuellement suggérer un effet synergique dans la toxicité, mais pas tellement dans l'efficacité. Un autre essai, Inspire 150, qui cette fois-ci utilise un anti-PDL1, l'atezolizumab, associé au vemurafenib et cobimetinib, des thérapies ciblées, qui est également négatif, initialement à la limite de la significativité par l'investigateur, mais avec une analyse indépendante qui ne retrouve pas de différence significative entre les deux bras. Et finalement, une autre stratégie serait peut-être de réaliser ces traitements de façon séquentielle, toujours chez les patients mutés BRAF, l'essai C-Combit qui est extrêmement intéressant, qui a 3 bras de traitement, un bras thérapie ciblée, donc encorafenib, binimetinib, puis à progression double immunothérapie. La double immunothérapie d'abord, puis en progression les thérapies ciblées, et un troisième bras sandwich où on fait cette fois-ci 2 mois de thérapie ciblée, encorafenib, binimetinib, puis systématiquement la double immunothérapie jusqu'à progression, puis thérapie ciblée, d'où le sandwich. Les patients étaient stratifiés sur le stade, le taux de LDH, et le critère principal de jugement, c'était la survie globale et la PFS en critère secondaire. Et là, on a des résultats assez préliminaires. Alors, ce qu'on peut voir, comme attendu, c'est que les thérapies ciblées font bien mieux en termes de réponse au début, mais s'essoufflent à la fin. Et quand on regarde la PFS à 2 ans, on a l'impression qu'il y a un léger bénéfice, en étant prudent, mais un léger bénéfice sur le groupe sandwich, Ancobini, puis double immunothérapie. Et si on se place sur la totalité en fait, de la séquence avec la PFS totale, c'est-à-dire de la randomisation jusqu'à la deuxième progression, et bien cette fois-ci c'est plus net, des réponses plus importantes en termes de PFS. Bon, c'est encore à prendre avec des pincettes, mais voilà, 62% de PFS dans le bras sandwich qui a l'air de faire un petit peu mieux que la double immuno ou la thérapie ciblée avec cette séquence en tout cas. Et juste pour que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent, c'est une phase 2 randomisée ? C'est une phase 3 ?
C'est une phase 2 randomisée. Hein. Ouais. Et les effectifs que tu nous montres sont de 70 patients par bras à peu près. C'est ça, hein. exactement. Okay. Donc on n'a pas nécessairement la puissance pour démontrer formellement un bénéfice. Okay. Exactement. Et pour l'instant, on n'a pas encore les données sur la survie globale, on les aura l'année prochaine. En termes de réponse complète, on voit que là, dans le bras sandwich, un petit peu plus de réponse complète. Et en termes de toxicité, double immunothérapie, 54% de tox grade 3-4 et un petit peu moins dans le bras sandwich avec cette séquence. Donc 2 mois de thérapie ciblée, puis double immunothérapie. Donc intéressant peut-être pour l'avenir à creuser. Si on s'intéresse cette fois-ci aux patients en réponse complète, on a réalisé une étude poolée des 3 principaux essais avec le nivolumab plus ou moins l'ipilimumab. Et on s'est intéressé aux patients qui étaient en réponse complète. Alors, sous IPI-NIVO et sous NIVO, on voit qu'il y a 23% de réponse complète sous la double immunothérapie, 19% en monothérapie. De façon très intéressante, il y a 82% des patients en réponse complète qui sont toujours vivants dans le groupe double immuno et 89%, donc une réponse qui est vraiment stable. Sur ce swimming plot, ça confirme ce qu'on disait avec cette réponse stable, même quand on arrête le traitement pour cause de toxicité. Et on voit qu'à 5 ans, 86% des patients dans le groupe double immunothérapie qui sont en réponse complète et 70% dans le groupe monothérapie n'ont plus aucun traitement, ce qui est un peu notre objectif absolu dans le traitement du mélanome métastatique. On s'est intéressé aux critères éventuellement prédictifs de cette réponse complète. Donc, on a le taux de LDH, ce qu'on connaissait, hein, le stade du mélanome, évidemment, le nombre de sites et la masse tumorale, qui sont des critères prédictifs. Le statut PDL1 est retrouvé uniquement pour le nivolumab. Donc, grosso modo, ce sont quand même les patients qui ont les cancers les moins graves qui ont le plus de chances d'être en réponse complète. Tout à fait. OK, sur les différents critères de gravité. OK. Et enfin, un algorithme proposé pour arrêter le traitement chez les patients en réponse complète notamment. On propose un traitement de 6 mois d'immunothérapie avec 2 TEP scanners à 3 mois d'intervalle qui confirment la réponse métabolique complète. À ce moment-là, on propose aux patients d'arrêter le traitement. Si le patient est en réponse stable ou en réponse partielle sur le scanner, on va faire un TEP scanner pour éventuellement chercher une réponse métabolique complète qui nous permettrait d'arrêter le traitement. En cas de lésion persistante sur le TEP scanner, on va continuer le traitement et on se reposera la question au terme de 2 ans de traitement, au cas par cas avec le patient, s'il souhaite arrêter le traitement. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait quand ça ne marche plus? Pour le coup, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Tu as laissé les nouvelles plus compliquées à Caroline lorsque le patient n'est pas en réponse complète et qu'on est dans la misère. C'est vrai que ça devient plus difficile. Alors, on a eu cet essai avec l'association avec le lenvatinib. Il n'y a pas que nous qui donnons du lenvatinib. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres cancers. Vous avez dû déjà en parler. Mais alors, dans le mélanome aussi, donc cet anti-VEGF récepteur, mais pas seulement VEGF, PDGF, FGF récepteur, les différents récepteurs, avec peut-être des effets immunomodulateurs intéressants. Donc, il y avait d'abord une phase 1B2 dont on montre le tableau ici avec peu de patients, très peu de patients, mais un taux de réponse de 47,8% qui était quand même assez surprenant. Et donc là, on a une étude de phase 2 avec 100 patients. Plus exactement, il y a 103 patients qui ont, après échec d'un anti-PD1 ou d'un anti-PD1 plus un anti-CTLA4, ce qui est, comme disait Jérémy, un peu notre gold standard. Donc, après avoir progressé sous ce traitement, ils pouvaient avoir reçu aussi un anti-BRAF anti-MEK. Ça, c'est important. Vous voyez qu'au stade métastatique, on a un tiers des patients qui ont reçu une thérapie ciblée. Et je peux vous dire que rattraper un patient qui progresse après thérapie ciblée, ce n'est pas facile. Donc, c'est intéressant de regarder ce qu'il advient de ces patients. On remarque aussi que ce sont des vrais patients. Au stade avancé, vous regardez le taux de LDH élevé qui est retrouvé chez plus de 50% des patients. Donc là, on est vraiment au stade 4, on est vraiment en difficulté. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des taux de réponse. Vous allez peut-être me dire que ce n'est pas extraordinaire, mais moi, je peux vous dire que 20% de réponse, et même d'ailleurs, de façon un peu étonnante, j'ose pas trop encore y croire, 31% chez le petit groupe de patients qui avaient reçu anti-PD1 plus anti-CTLA4. Je ne suis pas sûre qu'avec ce petit effectif, on puisse dire que c'est vraiment mieux que 21% sur la globalité, mais au moins, ça veut dire qu'il y en a qui ont répondu. Et ça, c'est un signal intéressant pour nous. À suivre, donc c'est une centaine de patients, c'est pas assez. On a quand même aussi, on aimerait quand même voir des réponses complètes plus fréquemment.
En tout cas, c'est quelque chose qui nous intéresse, ce d'autant que quand on regarde la toxicité, on est plutôt mieux que ipilimumab, nivolumab. On a 44% d'effets secondaires de grade 3 et plus. Et le traitement ne doit pas être interrompu pour toxicité si souvent que ça. Donc, prometteur. On a un autre essai en rattrapage qui combine alors là, ici, on parle d'injection intratumorale et on injecte un agoniste de TLR9. Donc, c'est un essai dont on avait déjà présenté les résultats initiaux l'année dernière. Ici, on a un peu plus de patients. On n'en a pas non plus énormément. On n'en a même pas une petite cinquantaine. Donc, les courbes, je pense qu'on ne peut pas encore trop en être certain. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, les essais... Donc ici, on combine, après échec d'un anti-PD1, l'ipilimumab à l'injection d'agonistes de TLR9. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne regarde pas que les réponses des lésions injectées. Avant, c'était un peu un fourre-tout et on mettait les lésions injectées, non injectées. Donc, on ne savait plus trop. On se disait, bon, ben, on injecte une lésion, c'est bien, mais si on enlève la lésion chirurgicalement, c'est du 100%, quoi. Donc là, on voit bien la différence et on voit, et d'ailleurs, vous voyez sur ce scanner, que les patients ont des réponses impressionnantes aussi dans les lésions non injectées. Et bon, sur le spider graph, on voit quand même bien qu'il y a des patients qui répondent bien. Alors, évidemment, il y a peut-être l'effet de l'ipilimumab. Cela dit, on sait que l'ipilimumab n'a pas des taux de réponse très élevés. Donc là aussi, on est autour de 20% en post-PD1. Intéressant. D'ailleurs, on a un essai de phase 3. Et sur le type de lésions qui sont injectées, c'est surtout du foie, ce sont des ganglions, c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que le type ou les taux de réponse est similaire selon le site alors injecté ? dans la plupart de ces essais, les lésions injectées sont les lésions considérées comme injectables, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'autres lésions qui seraient injectables, notamment à Gustave Roussy, où on a nos radiologues interventionnels absolument magiques. Mais ici, c'est peau, sous la peau et ganglionnaire. Et donc, tu n'as pas de lésion viscérale injectée, mais on sait qu'on pourrait le faire. Et ça, je pense que c'est hyper important. Donc voilà, en essai adjuvant, on n'a pas des grandes nouveautés, mais on a un suivi plus long. Alors, en essai adjuvant, on a... Donc, adjuvant, on est sur des patients qui ont eu des métastases ganglionnaires opérées et on a deux types d'AMM pour 3 produits, soit un anti-PD1 qui peut être soit pembrolizumab, soit nivolumab. Et pembrolizumab, c'était sur 7 essais qu'il a eu son autorisation. On a comparé pembrolizumab pendant 1 an à placebo. C'est un essai qui était positif en survie sans récidive et maintenant on a la survie sans récidive à distance, on n'a pas encore la survie globale. Et juste pour finir, on a aussi l'AMM des anti-BRAF, anti-MEK d'abratramé pour les patients BRAF mutés avec des résultats qui sont très similaires, vous allez voir, ce qui veut dire que quand on a un patient avec une mutation de BRAF en situation adjuvante, on a vraiment le choix. Maintenant, on a une analyse en métastase à distance. Alors, c'est un peu un surrogate pour la survie. On sait quand même que les patients ne meurent pas de leurs ganglions en général. Donc, c'est intéressant de voir qu'on garde une diminution du risque de récidive à distance de l'ordre de 40%, avec maintenant un recul qui est quand même pas mal. On a 3 ans et demi de suivi médian. Et quand on regarde la sous-population de patients BRAF mutés, parce qu'en fait, dans cet essai Pembro, il y a des BRAF mutés, des BRAF sauvages, à peu près moitié-moitié. Et si on veut vraiment comparer à l'essai Combi AD, il faut regarder la sous-population de BRAF mutés. Vous voyez, on a des hasards ratios qui sont très similaires, mais regardez la tête des courbes, c'est très différent, c'est intéressant. C'est ce que tu nous disais, Jérémy, avec la thérapie ciblée, tout de suite on protège les gens, après ça descend, mais bon... ça reste quand même pas mal. 1 an de thérapie ciblée, je dois dire qu'on a tous été assez impressionnés, alors qu'on a cette courbe qui s'écarte avec les immunothérapies. Alors, l'autre essai qui a testé le nivolumab, ici, attention, on est par rapport à un bras actif, parce que l'ipilimumab à 10 mg par kilo, c'est un bras actif. Et d'ailleurs, on sait maintenant que l'ipilimumab a un effet dose. À l'inverse des anti-PD1, on n'a pas trop l'impression qu'il y a un effet dose en efficacité. L'ipilimumab, il a un effet dose en efficacité et en toxicité. On avait déjà un essai positif avec 10 mg d'ipilimumab en adjuvant versus placebo. AMM aux États-Unis, mais pas en Europe. 5 patients décédés dans le bras actif. Enfin, c'est très toxique. Et maintenant, on n'utilise plus l'ipilimumab à 10 mg. Mais quand l'essai a été initié, c'était la dose qu'on pensait.
devoir donner. Et cet essai, il était positif aussi. Et maintenant, on a un peu plus de suivi. On a quand même 48 mois de suivi chez tous les patients. Regardez, on a une bonne protection, même par rapport à un bras actif. On diminue le risque de récidive de 30% à peu près. Par contre, quand on commence à regarder en récidive sans métastase à distance, vous voyez qu'on frôle le 1, là, notre hasard ratio 0,79, mais la borne supérieure 0,99. Et puis, quand on regarde en survie globale, on n'a rien. Alors, c'est quand même, moi, je trouve un petit peu embêtant. On n'a rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un massif et sauvage crossover non contrôlé. C'est-à-dire que tous les patients qui récidivent, ceux qui n'ont pas eu d'IPI vont avoir IPI niveau, ceux qui n'ont pas eu d'anti-PD1 vont l'avoir. Donc, on ne contrôle plus rien. Maintenant, on a des traitements efficaces. On arrive à être dans des situations comme les cancers qui ont des traitements efficaces. Mais à la limite, tant mieux qu'il y ait eu ce crossover sauvage. Enfin, ça veut dire que les gens ont été éthiques. Oui, mais oui, heureusement. Mais est-ce que finalement, il faut soumettre les patients à un traitement avant si, au bout du compte, il n'y a pas de différence de survie? Est-ce que le patient qui va avoir besoin de ce traitement, il va y répondre au stade métastatique si tu le trouves vite ou pas? On va essayer de répondre à ça avec l'essai Pimbro où on a un crossover contrôlé. Mais c'est pas sûr qu'on y arrive parce qu'après on a les BRAF/MEK et on peut espérer qu'on aura encore d'autres traitements efficaces après. Chez les patients BRAF, est-ce qu'avec les données que tu viens de présenter juste avant d'efficacité à la fois de l'immunothérapie adjuvante et des inhibiteurs, est-ce qu'il ne faut pas marier les deux? En adjuvant? J'en sais rien, je te pose la question, puisque tu montres des données clairement efficaces sur le long terme avec l'immunothérapie comme souvent, et initialement avec l'inhibiteur de BRAF, est-ce que pour des maladies très agressives, très à risque, je ne sais pas, sur un nombre de ganglions atteints important? Oui, mais regarde, en métastatique, on a été déçus avec la triplette. C'est pour ça que je te pose la question. Donc, tu penses que c'est transposable à ce qu'on verra en adjuvant et que ça ne vaut pas la peine? Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'on soit toujours transposable parce que moi, je suis assez épatée du maintien de la protection après 1 an de thérapie ciblée quand même. Tu as vu que ça reste quand même très séparé. Donc, il y a peut-être un contexte différent quand on est en adjuvant, mais on ne connaît pas assez. Puis on est déjà un peu gêné de générer de la toxicité en adjuvant. Donc là, ça en générerait quand même beaucoup plus, quoi. Mais donc, en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est que nous, au terme de cet ESMO, bon, on est un peu déçus. Nous, on était bien contents d'avoir des phases 3 toujours positives en mélanome. Mais là, ça fait un petit moment qu'on n'en a plus. Donc, bon, il va falloir un peu qu'on remédie à ça. C'est vrai qu'on n'est pas dans des séquences aussi optimistes qu'on était il y a quelques années. On peut dire qu'il y a des résultats prometteurs avec le lenvatinib et peut-être les agonix de TLR9, il faudra voir. On a toujours ces patients qui s'en sortent très bien, nos répondeurs complets, c'est formidable, mais c'est 20% des patients seulement. D'ailleurs, au passage, on a aussi 20% de réponses complètes aux thérapies ciblées. Et ces séquences de traitement qui sont peut-être prometteuses aussi à voir. Bon, en fait, vos études, elles sont quand même positives. La différence, c'est que ce sont toujours les mêmes études qui restent positives sur le long terme. Et ça, c'est quand même très important en termes de curabilité ou de bénéfice sur le long terme. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Et puis, vous avez quand même 2 pistes qui ont l'air d'émerger, comme tu viens de dire. Avec tout ça, merci beaucoup. Très, très belle revue de ces données présentées à l'ESMO. Donc, merci vraiment à tous les deux. Restez avec nous et on va passer aux tumeurs génito-urinaires qui sont aussi très intéressantes.